Connaissance, recherche, sciences, et sciences mathématiques, théorie, physique, philosophie, conférences, archéologie, environnement, nature. I understand there have been some problems with noise Nous allons reprendre. in the earphones. J'ai Is that problem still there? cru comprendre qu'il y avait eu des problèmes d'interférence dans la transmission par les casques. Est-ce que c'est encore le cas ou est-ce que maintenant ça marche mieux? Il y a encore un problème ou Is it ça va better now, mieux? do you think? C'est I mieux? can't tell from the hand signals whether it's- Vous avez moins d'interférences dans les oreilles? Moi, j'arrive pas à voir de là où je suis assis, dit Monsieur Stern, si ça marche ou bien. Parfait, quelqu'un a dit. Bon, alors très bien. Merci beaucoup. Now I have to accelerate a bit. Et merci de nous avoir signalé ce petit problème de son. Alors maintenant, je vais accélérer un petit peu. Nous avons donc décrit le processus de l'accord de Copenhague. J'ai évoqué les progrès So let me qui ont focus été faits à Copenhague. Et maintenant, je voudrais parler des progrès qui ont été faits depuis Copenhague. Je vais donc évoquer ce dernier trimestre depuis Copenhague et puis je parlerai des 8 à 9 mois à venir. Alors, que s'est-il passé depuis? Un groupe consultatif de haut niveau sur les nouvelles sources de financement a été créé. Il va se réunir à Londres le 31 mars prochain. Il est présidé par M. Meles Zenawi, Premier ministre éthiopien, qui est un moteur politique essentiel qui a joué un rôle très important à Copenhague et représentait l'Afrique. Et l'Union africaine s'est mise d'accord pour trouver son porte-parole, contrairement à l'Europe, et c'est un porte-parole qui a été très efficace. Donc cette réunion va se tenir à Londres. C'est Madame Lagarde qui représente la France et Larry Summers pour les États-Unis. Et les membres sont là individuellement. Je vais aussi participer à cette réunion et j'espère que le processus s'accélérera et que cela avancera rapidement. J'ai vu que le processus sur la forêt, le processus Paris-Oslo, s'est réuni à Paris le 11 mars dernier. Et ça a bien avancé. Il y avait 2 annexes à l'accord de Copenhague. L'une des annexes concernait les pays riches pour qu'ils indiquent quelles allaient être leurs intentions de réduction d'émissions et une autre annexe pour les pays en développement, leurs intentions de réduction d'émissions jusqu'à 2020. Lorsque nous avons quitté Copenhague, nous ne savions pas si au 31 janvier 2010, ces intentions allaient être soumises. C'était le premier test, si vous voulez, pour voir si cette plateforme allait effectivement se concrétiser en action. Et au 31 janvier, plus ou moins 1 ou 2 jours, ces estimations avaient été envoyées par les principaux pays du monde et elles couvraient 80% des émissions mondiales. Donc les intentions ont bien été envoyées par les pays concernés. Donc ça, le test, cette période test est passée. Est-ce que ce test-là allait être réussi? La question du financement et de la forestation, elle est passée? Oui, ça a passé. Donc, il y a déjà eu des progrès. Ceci dit, il y a encore des problèmes et j'y viendrai tout à l'heure. Alors, quels sont les objectifs d'émissions mondiales en 2020? Ceci vient d'un article écrit par Chris Taylor et moi-même, Chris Taylor étant un de mes collègues, qui doit figurer sur le site web du Grantham Institute de la London School of Economics, la LSE. Je pense que c'est la première divulgation de cet article est prévue pour aujourd'hui, sinon elle sera sur le site web lundi. Nous avons essayé de calculer avec un si, un grand si, que si chaque signataire s'en tient aux objectifs qu'il s'est fixés, voici où nous en serons en 2020. On sera environ à 30 dans les pays en développement
et environ à 16, 17 dans les pays développés. Il y a aussi le transport aérien et maritime mondial et puis les réductions avec les tourbières. Il semblerait que la question des tourbières soit un problème. Nous savions qu'il y avait cette question des tourbières en Indonésie. On a commencé à mesurer l'importance des tourbières en tant que source d'émissions. Donc, dans l'ensemble, on se situerait à 48-49. 49, ce sont les intentions basses, 48 étant les intentions qualifiées de hautes, des intentions exprimées par les pays. Donc c'est un progrès, mais on est encore à 5 ou 10 milliards de tonnes supplémentaires à ce que j'avais annoncé comme étant nécessaire, mais c'est au moins 8 milliards de tonnes que moins que l'estimation du scénario de l'inaction, le business as usual, comme on l'appelle en anglais. Je n'aime pas trop cette prévision, c'est-à-dire c'est la prévision de ce qui va se passer si on ne fait rien. C'est difficile à accepter conceptuellement, mais grossièrement, il semblerait que ce serait une réduction de 8 milliards de tonnes par rapport à l'inaction. Donc, il fallait réduire de 12 milliards pour parvenir à 44 milliards. Donc, on est à 2 tiers de ce que l'on a prévu de faire si tout le monde tient ses engagements. C'est toujours le même problème. Ceci dit, ça mérite d'être loué. C'est avec beaucoup de si, mais néanmoins, c'est un progrès très important. Est-ce que l'on pourrait atteindre ces 4 à 5 supplémentaires? Je pense qu'on peut encore essayer de demander aux pays riches et aux pays en développement de faire encore un petit peu d'efforts, notamment en travaillant un petit peu plus sur le transport international et sur la sylviculture. Donc voilà pour les points positifs de Copenhague et le trimestre qui vient de s'écouler depuis Copenhague. Maintenant, il y a encore des difficultés, je l'ai déjà dit. Le niveau de réduction requis n'était pas explicitement indiqué noir sur blanc dans l'accord de Copenhague. Et si vous regardez bien les intentions, elles sont loin de ce que nous avons fixé comme objectif idéal. Le processus de Copenhague laisse encore beaucoup de problèmes parce qu'il y avait tellement de colère et de méfiance qu'on a encore beaucoup de travail à faire. Je pars ce soir à Pékin pour faire une conférence lors du Forum du développement chinois. Ce sera le dernier avant la publication du prochain plan quinquennal chinois. C'est une conférence où la plupart des économistes chinois et étrangers discutent des objectifs et des défis de développement économique chinois. C'est un processus très intéressant et très encourageant puisqu'il y a une ouverture et c'est la dernière chance qui m'est donnée pour parler de ce point avant la publication du prochain plan quinquennal chinois. Il faut encore surmonter ces difficultés en raison du caractère émotionnel qu'il y a eu et des fortes tensions qui nous sont restées comme héritage malheureusement de Copenhague. Il y a des petits progrès qui ont été réalisés en matière de technologie pour les mesures, vérification et signalement des émissions. On a seulement pris acte de l'accord qui a été signé par 5 pays, mais il n'a été que pris acte. C'est déjà mieux que rien, mais l'ensemble de processus d'avoir 192 pays représentés qui travaillent sur la rédaction d'un document est très compliqué. Déjà, à 3, c'est difficile de rédiger un document. Donc, imaginez 192 pays, c'est un vrai cauchemar. Et il faut trouver des moyens plus efficaces pour le faire. Donc, il faut revenir aux causes de la défiance, de la méfiance qu'il y avait entre les acteurs.
Cela vient notamment de ce sentiment d'injustice et d'inégalité. Il est essentiel pour les pays en développement que les pays développés soient soumis à des plans d'action exécutoires et des engagements forts. C'est tout à fait compréhensible de la part des pays en développement qu'ils insistent sur le fait que cela dure un petit peu plus longtemps. Et beaucoup de ces pays de développement étaient convaincus qu'il y avait un effort concerté de la part des pays riches pour saper ce processus. Le processus d'engagement pris dans le monde devra aboutir et reposer de façon explicite sur quelque chose d'organisé et transparent. Et les pays en développement avaient un petit peu le sentiment d'être acculés par les pays riches. Cette méfiance a été amplifiée par le fait que les pays riches ont essayé de faire leur petite cuisine avec leurs documents et de le soumettre aux pays en développement pour qu'ils y conviennent. C'est les bonnes vieilles habitudes du G8. Mais lorsque la crise économique a véritablement éclaté alors qu'elle était en train de monter, de bouillir depuis pas mal d'années. Donc lorsqu'elle a explosé en 2008 de façon effrayante, le monde s'est rendu compte que le G8 n'était plus le bon mécanisme, le bon outil pour faire face aux crises économiques, raison pour laquelle on est passé au G20. Et le G8 est mort en 2008 et l'année a été celle de l'avènement du G20. Donc, tout ceci s'est fait de façon un petit peu non planifiée. Donc, 2008 était une année importante, mais les méthodes de travail ont besoin de plus de temps avant de changer. Et je pense que les pays riches ont commis une grosse erreur. Beaucoup d'entre eux vont probablement nier ce qu'ils ont fait cela, mais leur comportement, tel qu'il a été vu par les pays en développement, est une réalité politique qui leur semble être que les pays riches essayaient de rédiger leurs documents de leur côté, de l'imposer au développement. Et c'est toujours ce langage de l'embuscade des pays riches qui a été utilisé. Et il ne faut plus que ces pratiques continuent. Mais les pays riches avaient aussi leurs suspicions et leurs doutes de leur côté qui pouvaient être compréhensibles. Ils avaient peur d'être complètement pieds et poings liés par ces engagements exécutoires. Et comme les engagements n'étaient pas exécutoires pour les pays en développement, ils avaient peur que les engagements soient dépourvus de toute substance. Pour ma part, c'est une erreur, mais on peut comprendre ces craintes. C'est parce que on peut toujours dire qu'écrire une intention n'a pas forcément de valeur. Quelle est la valeur d'une intention? Donc ça, c'est aussi une réalité politique. L'ensemble des pays sont préoccupés par les questions de concurrence. Qu'est-ce que c'est si nous prenons un engagement et que le pays voisin ne prend pas cet engagement? Je l'ai dit, d'un point de vue quantitatif, ce n'est pas forcément un problème, mais au bout du compte, la concurrence va se faire sur le terrain des technologies propres et pas sur le terrain des technologies sales. Mais cela fait l'objet de débats très importants, surtout parmi les pays riches. Et ils pensaient que les exigences financières imposées de centaines de milliards de dollars à atteindre par an étaient impossible à atteindre. Donc, voilà pour les inquiétudes des pays en développement et des pays développés. Tout ceci a évidemment contribué à une ambiance particulièrement délétère. Et certains pays
sont venus avec leurs bornes et leurs frontières, parce que leurs administrations leur a dit « vous ne pouvez pas aller au-delà de cette ligne-là ». Ils refusaient de la franchir. Donc, ils avaient beaucoup de bornes qu'ils ont ajoutées les unes aux autres, tant et si bien qu'un accord n'aurait pas été possible. Il faut que nous apprenions à donner des mandats qui donnent une certaine souplesse. Et ça a été le cas, par exemple, pour l'Union africaine. Les États-Unis étaient fortement contraints par le Congrès. La Chine, et j'y reviendrai tout à l'heure, mais lorsque la Chine regarde les objectifs, elle les prend effectivement beaucoup au sérieux. La Chine, dans la préparation de son plan quinquennal, essaye de voir tout ce qui est faisable. Il ne se fixe pas d'objectifs tant qu'il considère que on n'a pas les moyens pour le faire. C'est contrairement à d'autres pays où on dit « Ah, voilà, on a un objectif, et ben voilà l'objectif à atteindre ». On a des aspirations plutôt que des objectifs chez nous, alors qu'en Chine, c'est beaucoup plus sérieux. C'est ainsi qu'ils élaborent leurs plans quinquennaux. Et ce que je vous ai décrit ici, c'est la politique en Chine, la politique aux États-Unis. En dépit de cela, il faut comprendre les types de fonctionnement politique et les types de fonctionnement économique de chaque pays acteur au processus. Et cette compréhension était lacunaire à Copenhague. Donc il y a eu beaucoup d'acrimonie. Et donc, il est nécessaire de travailler davantage à cette compréhension mutuelle des besoins et des modes de fonctionnement des uns et des autres. Je suis désolée, il n'y a pas d'autre moyen. Le micro est allumé. Je suis légèrement allergique. Nous sommes au printemps et les pollens commencent à arriver. Ce qui est beau à Paris, c'est qu'il y a des arbres et donc il y a du pollen au printemps. Voilà. Ce que je viens de décrire, ce sont des progrès, des choses qui sont encore en évolution positive depuis 3 mois, et puis j'ai évoqué aussi les difficultés. Compte tenu de cette description de la nécessité de comprendre les modes d'action des uns et des autres, tout ceci requiert une action en fait en amont de la part des acteurs et pas au moment même des négociations. Il y a eu beaucoup de réunions de préparation avant Copenhague, mais ce n'était pas encore le mode de préparation qui était requis pour résoudre ces problèmes. Les négociations se font à un niveau supérieur en termes de préparation, mais au niveau inférieur, on ne peut pas parvenir à l'ensemble des compromis qui sont requis. Donc, il faut qu'il y ait une participation des hauts niveaux au processus préparatoire bien plus en amont que cela n'a été le cas pour la préparation de Copenhague. Alors maintenant, je vais en venir à ce qui va se passer jusqu'à Cancun et puis ce qu'il faut espérer pour après Cancun. Je l'ai déjà dit, il faut que sur les quantités d'émissions, les chiffres restent encore clairs et cela doit rester notre base de débat. Cela signifie que non seulement on doit insister sur l'atteinte des objectifs et sur le fait que les promesses doivent être tenues, mais il y a encore 4 à 5 milliards de tonnes à ajouter ici en termes de réduction d'émissions. Et j'ai déjà dit ce que les principaux pays avaient l'intention de faire, mais ça va être le principal défi. Il faut se poser la question de cette façon-là. Il faut constamment se dire, il faut tenir les promesses. Comment allons-nous faire pour réduire encore de 4 à 5 milliards de tonnes? Ça doit être le fil rouge des débats des mois à venir. Il faut donc être très précis sur la possibilité de concrétiser cet objectif.
So what kind of measures should we be looking for? Well, we should be looking for extra measures from rich countries, extra measures from developing countries. Donc, quelles sont les mesures que nous devons rechercher? Bien, nous devons attendre des mesures supplémentaires de la part des pays riches, des pays en développement, et des mesures supplémentaires au niveau du transport aérien et maritime international. Nous devons trouver, dénicher 1,5 milliard d'émissions en plus de la part des pays en développement, la même chose des pays riches et la même chose, grosso modo, de la part des secteurs du transport aérien et maritime international, le reste venant des efforts de reforestation. Donc maintenant, les plus grands pays et les pays les plus importants du point de vue des émissions, bien, le pays le plus important du point de vue des émissions, c'est la Chine. Et je voudrais dire quelques mots de ce que la Chine envisage de faire. La Chine, et là je vais parler de façon peu précise parce qu'il est difficile de mesurer les choses, mais même en termes assez grossiers, on voit tout à fait l'importance des défis, et notamment eu égard à la Chine. Donc, les émissions chinoises, la Chine étant aujourd'hui le principal contributeur d'émissions au monde, sont aux alentours de 8 à 9 milliards de tonnes. Donc, 9 milliards de tonnes, grosso modo, émises par la Chine. Si l'on regarde où va la Chine, compte tenu des plans qui ont été soumis dans le cadre de l'accord de Copenhague, nous avons fait nos calculs, nous avons rédigé, Taylor et moi-même, un article là-dessus. Nous pensons que la Chine, s'il s'en tient au plan actuel, devrait atteindre 11,5 milliards de tonnes en 2020, grosso modo. Donc, c'est un ajout de 2,5 à 3 milliards de tonnes dans les 10 années à venir. Si l'on ajoute quelque chose de similaire dans les 10 années à venir, si on rajoutait 2,5 à 3 milliards dans les 10 années à venir, cela, dans les 10 années suivantes, ça mettrait la Chine à 14 milliards de tonnes. Vous voyez donc immédiatement que, avec les contraintes internationales dont j'ai beaucoup parlé dans ces leçons, et qui nous disent qu'il faut qu'on passe en dessous de 35 milliards de tonnes, vraisemblablement aux alentours de 30-32 milliards, on se rend compte que si la Chine est à 13-14 milliards de tonnes, il sera impossible pour le reste du monde d'être à 30-32 milliards de tonnes, puisque la Chine représentera elle seule la moitié des émissions. Et ça, ce n'est qu'une extrapolation pour les 10 prochaines années, en passant de 9 à 11,5 milliards de tonnes, simplement sur la base du plan rédigé par la Chine. Et en imaginant que le reste du monde suive une pente similaire. Donc, ça vous montre à quel point il va être difficile d'atteindre les réductions d'émissions dont nous aurons besoin d'ici 2030. Et il y a beaucoup de pays très importants dans le monde, mais parmi les pays importants, c'est la Chine le plus important. Alors là, je ne suis pas en train de formuler des accusations. Ce n'est pas à la Chine de tout faire. La Chine a pour responsabilité d'améliorer le niveau de vie de sa population et elle y réussit. Mais comme partout ailleurs, sa croissance se base sur l'utilisation de CO2, l'émission de CO2. Donc maintenant, je ne pointe pas le doigt sur la Chine, je pose simplement la question afin qu'on étudie les marges de manœuvre. Donc maintenant, et après que je vous ai posé ces équations de façon très grossière, il y a plus de détails sur ma diapositive, mais je pense qu'il est important de comprendre les choses dans des chiffres bruts. On voit que la Chine va sans doute émettre 4 fois plus dans les 10 années à venir. Vous avez un taux de croissance de 7% en Chine qui implique un doublement en 10 ans. Donc si vous doublez sur 10 ans, vous multipliez par 4
vous multipliez par 4 vos émissions sur 20 ans. Donc, si rien ne change, les émissions de la Chine qui sont aujourd'hui à 9 milliards de tonnes vont passer à 32-36 milliards de tonnes. Maintenant, dans un budget international qui pose la barre à moins de 35 milliards de tonnes, ça ne va pas fonctionner. Maintenant, si vous regardez le plan chinois et que vous faites les extrapolations dont je viens de vous parler, et je vous ai parlé d'une augmentation pour atteindre 13 à 15 milliards de tonnes d'ici 2020, cela signifie une réduction par un facteur de 2,5 si l'on maintient le taux de croissance. Donc, cela veut dire que la Chine doit descendre à 8-9 milliards de tonnes d'ici 2030, doit redescendre à 8-9 milliards de tonnes d'ici 2030 et doit donc réduire ses émissions de l'ordre par un facteur de 2,5. Donc, maintenant, la question que je pose et que la Chine doit se poser, et que la Chine d'ailleurs se pose, qu'est-ce qu'il est possible de faire? De mon point de vue, il est possible de réduire les émissions par un facteur de 2 pour chaque décennie. Si vous réduisez par un facteur de 2 sur chaque décennie, vous réduisez d'un facteur de la racine carrée de 2, et ce sur une période de 5 ans. Et ça, pour ce qui est des niveaux d'émissions. Donc la racine carrée de 2, c'est 1,441, je ne sais pas quoi derrière, ce qui veut dire que si vous divisez par 1,41, grosso modo, vous réduisez de 29%. C'est relativement facile. Vous prenez l'inverse de la racine carrée de 2, c'est grosso modo 0,71, ce qui représente une réduction de 29%. Donc, pour que tout ceci soit réalisable, il faut étudier le plan à 5 ans de la Chine et voir si ils obtiennent des réductions de 29%. Personne ne suggère ici que la Chine doive réduire son taux de croissance. Mais serait-il possible pour la Chine de réduire ses émissions de 29% pour chaque plan à 5 ans? Eh bien, la réponse est oui. Dans le dernier plan qui s'achève aujourd'hui, la Chine aura réduit ses niveaux d'émissions de 20%. Donc, ils auront continué leur croissance tout en réduisant leurs émissions. S'ils réduisent les émissions par unité d'énergie d'un facteur de 10%, donc les émissions par unité d'énergie, cela nous donne un facteur de réduction de 0,9. Donc 0,8 multiplié par 0,9, cela vous donne 0,72. Et cela veut dire, cela correspond à une réduction de 28%. Donc c'est grosso modo ce que nous essayons d'atteindre au niveau mondial. Donc je pense qu'effectivement c'est possible. C'est difficile, mais c'est possible. Et pour toutes les raisons que j'ai décrites, c'est absolument passionnant parce que cela... c'est ce dont nous avons parlé la dernière fois, mais je pense que c'est possible. Et pour que la Chine passe de 9 à 14 ou 15 dans les prochaines années, nous devrons tous travailler ensemble pour que ce soit plus vraisemblable, pour que nous ne dépassions pas ce seuil d'une augmentation de 2 degrés centigrades. Et il faut travailler ensemble. Il ne faut pas exiger, pointer le doigt et dire voilà ce dont a besoin le monde. D'un autre côté, personne ne veut que la croissance chinoise se réduise. Donc, ce qu'il faut, c'est que la Chine soit plus efficace par unité d'énergie utilisée. Et la question est de savoir comment pouvons-nous les aider, comment pouvons-nous partager les technologies. Donc, tout ce que je viens de vous dire là, en fait, est relativement simple, mais c'est évidemment fondamental dans toute cette histoire. Et ce sont les calculs et l'arithmétique sur lesquels nous devons être tout à fait honnêtes. Bien entendu, je pourrais passer beaucoup de temps sur chacun des pays du monde, mais je vais simplement vous parler rapidement des États-Unis. Les États-Unis
ont proposé à Copenhague et ont inclus dans l'accord une réduction de 17% entre 2005 et 2020. C'est une réduction en valeur absolue, pas par unité d'énergie utilisée. Donc, cela amènerait les États-Unis à 1 ou 2%, à un niveau 1 ou 2% inférieur au niveau auquel ils étaient en 1990. Donc, ce qui a été mis sur la table, c'est une réduction de 17% entre 2005 et 2020. Néanmoins, les États-Unis ont également mis sur la table une réduction de 42% entre 2005 et 2030. Donc, vous voyez qu'il y a un plan visant à accélérer les réductions. Maintenant, dans la vie, quand vous dites je vais faire quelque chose la semaine prochaine et un peu plus la semaine d'après, on le fait tous, ça. Mais dans ce cas, vous avez des infrastructures fixes, vous avez des processus de production fixes, mais qui peuvent devenir plus souples au fur et à mesure qu'on progresse dans le temps. Donc, ce n'est pas forcément idiot de procéder de cette façon. Les émissions ont progressé entre 90 et 2005. C'est regrettable, mais c'est l'histoire, c'est le passé. Il faut bien commencer à un moment. Et ce qui est important, c'est de ne pas avoir des exigences irréalistes. Les États-Unis vont continuer à connaître une croissance aux alentours de 2,5% dans les années à venir, et les Américains prévoient pour les 20 années à venir de réduire leur consommation par unité d'énergie d'un facteur aux alentours de 3. Donc, les deux plus grands pays du monde qui, avant 2009, n'avaient jamais proposé de plan visant à réduire leur niveau d'émission, de plan précis, propose désormais des plans. La Chine proposant de réduire de 2,5 sa consommation d'unités d'énergie et les États-Unis d'un facteur de 3. Ce n'est pas extraordinaire, mais ce n'est et c'est encore loin de ce que nous devons atteindre. Donc, si les États-Unis et la Chine, pris ensemble, parce que ce sont les plus gros contributeurs, ils ont proposé de réduire les unités d'énergie consommées par un facteur d'environ 4. Et du coup, cela revient à des émissions qui ne seront pas suffisantes. Néanmoins, nous savons que leur demander d'aller plus loin, c'est une très grosse demande. Ceci étant, je continue à penser qu'envisager de telles réductions supplémentaires peut être un programme tout à fait passionnant et c'est un défi à relever. Maintenant, je vous ai parlé des États-Unis, de la Chine. Je vous ai également parlé de l'Union européenne qui, par rapport aux autres, a des ambitions fortes. Si l'Union européenne veut établir un chiffre de 30%, et si les États-Unis et la Chine respectent leur plan, à ce moment-là, en 2020, les émissions par habitant en Chine et en Europe seront grosso modo les mêmes. Si la Chine respecte ses plans, si les États-Unis respectent ses plans et respectent leur plan, et si l'Europe respecte son plan, nous aurons grosso modo le même niveau d'émissions par habitant. Les États-Unis se situeront aux alentours de 15 millions de tonnes par habitant. Maintenant, au niveau international, en 2030, il faut que nous atteignions 4 tonnes d'émissions par habitant. Donc, vous voyez combien les grands pays du monde doivent progresser pour réduire leurs émissions et atteindre ce niveau de 4 millions de tonnes d'émissions. Je vous ai expliqué que le plan de la Chine allait vraisemblablement, enfin l'objectif est de les amener à 6 millions de tonnes d'émissions par habitant dans les années 2030. Donc vous voyez l'Europe, la Chine, les États-Unis
et les États-Unis devant diminuer un petit peu plus rapidement à partir de 2020. Voici donc les 3 grands pays du monde et voilà ce qu'ils doivent faire. Le Brésil, l'Indonésie, l'Inde, la Russie sont également des pays importants. Le Brésil a de forts niveaux d'émissions. Et il est tout à fait intéressant de voir que sur tout le spectre politique, pendant une année électorale au Brésil, cette problématique est partagée par tous les partis politiques au Brésil. Au Royaume-Uni, nous allons voter dans 6 semaines. Ce n'est pas annoncé de façon officielle, mais nous savons que nous allons être appelés aux urnes dans 6 semaines à peu près. Et ce qui est absolument remarquable, c'est que les actions visant à réduire les émissions de CO2 sont également une problématique partagée par tous les partis politiques. Donc le président d'Indonésie, qui est diplômé en économie de l'agriculture et qui lui aussi est très intéressé par ces problématiques et lui aussi a fixé des objectifs stricts, pas aussi stricts qu'au Brésil, mais vous savez que l'Indonésie fait face à des problèmes plus sérieux que le Brésil. L'Inde publie son budget fin février chaque année. C'est un rituel et un grand événement d'ailleurs en Inde. Et l'Inde a pour la première fois annoncé une taxe sur le charbon. Et lorsque je vais être en Chine dimanche et que je parlerai aux officiels chinois, je leur recommanderai une taxe sur le charbon. Je verrai bien quelle sera leur réaction, mais ce qui est intéressant, c'est de voir que l'Inde a introduit une petite taxe sur le charbon dans son budget publié en février. Donc on voit des changements, pas suffisamment rapides, mais c'est tout à fait remarquable qu'en l'absence d'un traité et que, compte tenu des difficultés à la suite de Copenhague, les pays continuent à faire des avancées. C'est très important. Et l'un des événements les plus importants en 2010, c'est le plan publié par la Chine, son plan à 12 ans. Si vous voulez comprendre ce que va être l'avenir de notre planète, lisez le plan à 12 ans publié par la Chine. La politique nord-américaine, des États-Unis, est en train de se modifier, notamment après les élections qui se sont tenues dans l'État du Massachusetts. Tout laisse à penser que l'administration du président Obama sera beaucoup plus agressive que l'administration de George Bush. Il est pour l'instant concentré sur sa réforme de la politique de santé. Ensuite, son deuxième élément sur son programme, ce seront les problèmes financiers et ensuite l'environnement. Donc, on va voir à quelle vitesse ils vont progresser sur ces problèmes. Maintenant, passons au défi du financement. C'est là que moi, personnellement, je vais travailler le plus au cours de l'année 2010. Le Conseil consultatif de haut niveau présidé par le Premier ministre éthiopien Meles Zenawi et le Premier ministre britannique Gordon Brown est mis en place. Je vous ai dit quel était son rôle de proposer des mesures pour lever 100 milliards de dollars par an d'ici 2020. Et l'argent, les budgets nouveaux, et c'est là le plus intéressant de l'histoire. Pourquoi est-ce que ces nouveaux budgets sont nécessaires? Eh bien, pour que les pays en développement constatent que ce n'est pas simplement une façon de distribuer des aides sous une autre casquette. Vous savez que en 2002, quand on s'est réunis à Monterrey pour le financement des objectifs du millénaire, et encore une fois, le Royaume-Uni a tenu une réunion du G8 à Gleneagle, et puis ensuite on a vu en 2005 de forts engagements de la part de l'Europe pour augmenter les budgets d'ici 2050 dans le cadre des systèmes de développement global. Maintenant, l'inquiétude des pays en développement, c'est que ces nouveaux budgets ne seraient que nouveaux, entre guillemets,
Et leur crainte, c'est qu'on réétiquette en quelque chose des budgets qui existent déjà. On parle d'additionnalité. Est-ce que ces fonds écologiques, est-ce qu'ils viendront s'ajouter aux fonds pour le développement économique? C'est ça la question. Vous ne pouvez jamais prouver que vous avez ajouté au pot. Nous ne savons pas quels auraient été les budgets de développement en 2020. Donc, ce que nous essayons d'identifier, ce sont de nouvelles sources de financement. Et dans ce contexte, là, on peut avoir un peu plus de certitude. On ne peut pas être totalement certain, mais on peut avoir un peu plus de certitude. Et que ces fonds sont bien des fonds qui viennent s'ajouter à partir du moment où ils proviennent de sources différentes. Pour les pays riches, nous savons tous que les 10 prochaines années seront très difficiles pour les finances publiques. Et pendant de nombreuses années, j'étais chef économiste au niveau de la BERD et de la Banque mondiale. J'ai également travaillé au niveau du ministère des Finances et du Trésor au Royaume-Uni. Et nous savons tous combien les 10 prochaines années vont être difficiles pour les budgets publics des pays riches. Nous avons un déficit budgétaire au Royaume-Uni qui est similaire au déficit budgétaire grec, si on parle en termes de part du PIB. Tout ceci à cause de la crise financière et des mesures de correction qui ont été prises pour stimuler l'économie après la crise financière. Néanmoins, cela laisse des défis très importants pour les pays développés. Donc, c'est l'une des raisons pour lesquelles nous avons besoin d'identifier de nouvelles sources de financement. Quelles pourraient être ces nouvelles sources de financement? Eh bien, les taxes carbone, les taxes sur les chiffres d'affaires, les taxes sur le transport aérien et maritime international, les systèmes taxes Tobin, le FMI, dirigé par Dominique Strauss-Kahn, sont actuellement en train d'étudier des fonds verts pour lutter contre le changement climatique en utilisant certains des droits d'émission du FMI qui avaient été donc issus pendant la crise économique pour donner de la crédibilité au pays. Et maintenant que la crise est en train de s'estomper, l'idée est de prendre ces droits de tirage spéciaux au sein d'un fonds spécifiques, de telle sorte que les pays puissent emprunter à des taux d'intérêt tout à fait intéressants, à condition que ces ressources soient utilisées pour combattre plus rapidement le changement climatique. C'est un projet très intéressant. Dominique Strauss-Kahn a pris la parole le 8 mars à Nairobi et il a donc présenté les grandes lignes de ce plan. Je ne sais pas ce que vous en avez entendu, vous, ici en France, mais le FMI va publier un article d'ici environ 2 semaines pour décrire ce programme. Donc l'idée ici, voici donc les idées à partir desquelles nous allons travailler. En fait, le défi, c'est de trouver différentes solutions qui vont nous permettre de lever jusqu'à 100 milliards de dollars par an. Bien entendu, il faut être très attentif sur les recommandations d'utilisation de ces fonds et quelles que soient les recommandations que nous ferons, elles devront être acceptées par les pays riches. Mais nous avons réussi à dire à Copenhague que nous avions besoin de ces 100 milliards de dollars supplémentaires et nous avons dit qu'il fallait identifier des sources de financement supplémentaires. Donc la question n'était pas est-ce que vous êtes d'accord sur telle taxe ou telle taxe, mais la question était plutôt est-ce que vous êtes d'accord pour lever cette somme d'argent d'ici 2020. Si vous proposez les taxes une par une, vous pouvez être absolument certain qu'elles vont toutes être rejetées. Si vous dites, voilà, il faut qu'on lève tant d'argent, voilà les possibilités, voilà les critères, comment est-ce qu'on fait pour avancer? À ce moment-là, vous avez de meilleures chances, sans pour autant être totalement certain, mais vous avez de meilleures chances d'obtenir un accord. C'est la raison pour laquelle nous avions formulé la question de cette manière. Donc, c'est ce à quoi je vais consacrer le plus clair de mon temps cette année.
Et j'aimerais maintenant très rapidement passer à quelques autres points. Je vais passer très peu de temps sur les forêts. Je vous ai déjà parlé des ambitions du Brésil et de l'Indonésie. Je voulais simplement vous signaler les progrès réalisés à Copenhague à ce sujet. Et vous savez qu'il s'est tenu à Paris une réunion il y a 8 jours, une réunion au cours desquelles des financements ont été proposés pour soutenir les projets de sauvegarde de la forêt tropicale. Et l'atmosphère était tout à fait positive à l'occasion de cette réunion ici à Paris. Le marché du carbone pour soutenir la lutte contre la déforestation sera également très importante, mais comme je vous l'ai dit lors de ma dernière leçon, il faudra consacrer pas mal d'argent public dans les premières étapes parce qu'en fait, tout est une question d'environnement, d'amélioration de la productivité agricole, d'augmenter le niveau de vie des personnes qui vivent dans la forêt ou de la forêt. Et ce sont là des problématiques qui ne peuvent pas être entièrement réglées par le marché du carbone. En revanche, ensuite, le marché du carbone va pouvoir jouer un rôle important pour lutter contre la déforestation. Mais ce qui est important, c'est qu'au départ, il y ait de l'argent public qui soit à disposition. Il y a déjà eu des engagements pris pour générer les ressources afin d'aider à lutter contre la déforestation. Nous allons vraisemblablement nécessiter de 20 à 25 milliards de dollars par an au cours des 20 prochaines années pour soutenir justement cette lutte contre la déforestation. Maintenant, qu'en est-il des technologies? Eh bien, malheureusement, nous ne sommes pas allés très loin à ce sujet. Bien entendu, les idées sont très nombreuses. J'en ai ici énuméré quelques-unes pour vous montrer ce sur quoi nous pouvons travailler. Nombre d'entre nous sommes influencés par l'expérience de la Révolution verte qui s'est concentrée sur le riz et sur le blé dans les années 60-70. Je travaillais sur le terrain en Inde, dans un village en particulier, au cours des années 70-80, et j'ai beaucoup travaillé sur la Révolution verte et les problématiques liées à cette Révolution verte. Et ce que nous avons constaté, ce sont des centres de recherche internationaux de très haut niveau, notamment au niveau du blé, avec Norman Bolag, dont vous avez sûrement entendu parler, qui a remporté le prix Nobel pour les efforts qu'il a fait au niveau de la recherche. Donc ça, c'était le développement des cultures d'un point de vue international, mais vous avez également besoin d'analyses très locales pour pouvoir adapter les plantes aux conditions locales, etc. Donc, l'analogie n'est pas suffisamment précise, mais ce dont nous avons besoin, c'est d'un développement très rapide au niveau des idées et des nouvelles technologies, et ensuite voir comment elles peuvent être appliquées au mieux dans les pays précis. Et là encore, c'est une activité souvent suscitée par le secteur public. Vous aviez des projets dans la Révolution verte, des projets de recherche publique et avec un cofinancement d'organisations privées. Francis Barnard avait été financé par la Fondation Rockefeller. Donc ça peut être des opportunités de collaboration. On peut également proposer des bourses ou des prix. Ça a été des pistes qui ont été envisagées d'offrir des prix pour des progrès technologiques majeurs. Il peut y avoir également d'autres idées auxquelles on peut réfléchir pour financer des tarifs réglementés dans les pays en développement, de telle sorte que le développement des technologies et la courbe d'apprentissage associée avec le déploiement des technologies puissent être accélérés. Il y a
plein d'idées auxquelles on peut penser. Vous avez des fonds d'achat de brevets, par exemple, qui pourraient être mis sur pied. Ça, c'est encore une analogie avec le marché du médicament. On peut tirer des enseignements de la révolution verte, on peut tirer des enseignements sur ce qui a été fait dans le domaine des médicaments, mais ce ne sont que des analogies très distantes et il va bien entendu falloir étudier des idées très spécifiques pour les technologies vertes. J'ai quelques inquiétudes compte tenu du type d'avancée que je vous ai décrite comme étant nécessaire en Chine et partout dans le monde. Ce qui m'inquiète, c'est que nous n'allions pas suffisamment vite sur ce point politique précis. Maintenant, le contrôle, la vérification, pour moi, là, le mot-clé, c'est le mot transparence. Le mot vérification a posé problème. Les pays riches pensent que si les pays en développement se contentent de rédiger des intentions sans qu'elles soient contraignantes, je reviendrai sur le mot contraignant dans ma prochaine leçon, mais les pays riches se disent, si l'engagement des pays en développement n'est pas contraignant, au moins faut-il que nous soyons en mesure de mesurer très précisément ce qui s'y passe. Alors que les pays en développement vous disent, attendez, nous n'avons aucune obligation, donc pourquoi est-ce que vous avez décidé de nous envoyer des gens qui vont venir vérifier ce qu'on fait dans nos pays, mettre leur nez dans tout ce que nous sommes en train de faire? Nous n'avons aucune obligation et c'est une invasion de notre souveraineté. Il faut que nous trouvions un moyen de contourner ces obstacles et pour ce faire, la transparence est le mot-clé. Il faut que nous ayons des méthodes de calcul qui soient transparentes, que nous partagions nos sources de données et que nous créions ensemble des méthodologies qui nous permettront, parce que ces méthodologies seront transparentes, qui nous permettront de voir comment sont réalisés les calculs. Je pense que c'est le seul moyen d'avancer et si nous parvenons à cela, il y aura moins besoin de vérification. Nous pouvons également imaginer très rapidement des avancées sur les technologies par satellite qui vont nous permettre de mieux mesurer. Vous avez des satellites dans l'espace qui mesurent toutes sortes de choses, sans même que nous soyons au courant d'ailleurs. Ils sont peut-être même en train de nous écouter actuellement. Et les observations qui peuvent être faites ne sont pas encore à la hauteur que l'on pourrait espérer, mais nous pouvons faire en sorte qu'elles soient de qualité suffisante si nous acceptons d'investir. Donc, tout est une question de transparence, d'ouverture, associée à des mesures externes. Et c'est ce qui va nous permettre de contourner le problème de la vérification. Mais là encore, il va falloir avancer très vite parce que nous n'avions déjà pas avancé suffisamment vite sur le problème des technologies. Enfin, nous devons parler des méthodes de négociation. À la fin de Copenhague, sur les 2-3 derniers jours, le G77 a proposé que nous créions un groupe qui puisse mieux discuter et négocier que les 192 pays tous ensemble. Donc, ils ont nommé un groupe et ont demandé aux pays riches de faire de même. Dans toute organisation internationale, à chaque fois qu'on prévoit un groupe, il finit par être plus gros que ce qui était prévu au départ, parce qu'il y a toujours un pays qui dit « Pourquoi je ne suis pas là, je devrais être autour de la table », etc. Donc ce groupe qui au départ était prévu compter une quinzaine de membres, finit par compter 30 membres, mais c'est un groupe contact qui a été formé, conçu, créé au sein de la conférence de Copenhague. Donc il n'a pas forcément été béni par tout le monde, mais il a été créé. Et le président mexicain est déjà en train de mettre en place ce qu'il appelle des amis de la présidence ou bien un groupe de contact qui va préparer les choses. Donc c'est une étape importante. Si vous avez un groupe d'études, si on a le processus d'Oslo pour la reforestation, si l'on travaille au niveau des technologies, au niveau de la vérification, à ce moment-là, nous disposerons d'options évaluées, mesurées,
analyser et si nous pouvons apporter ces idées dans le cadre d'un processus de négociation où nous n'aurons pas les 192 pays impliqués dans tous les processus de négociation, nous aurons un groupe de contact plus efficace. À ce moment-là, je pense que nous pourrons faire des propositions qui seront acceptables aux 192 pays. Donc, un petit groupe pour travailler, je pense que c'est la bonne manière d'avancer. Donc, j'ai essayé de vous parler des émissions, des finances, du problème de la technologie, de la reforestation, du contrôle, de la vérification. J'ai essayé d'aborder les différents problèmes les plus importants. Essayer de voir avec vous comment nous pouvions aller de l'avant et j'ai essayé de vous décrire les processus de manière pratique, car je crois qu'il est possible d'avancer et de le faire beaucoup plus cette année que nous n'avons fait l'année dernière. Et j'ai donc essayé de vous décrire comment nous pouvions aller de l'avant. Il y a quelques signes prometteurs et encourageants. Je ne veux pas être trop optimiste, mais il y a quelques signes encourageants qui me montrent que nous sommes en train de tirer les enseignements de Copenhague. Donc, comme toujours, nous vivons d'espoir et je vous parlerai la prochaine fois de la construction d'un accord international et de la politique impliquée pour tout cela. La prochaine fois, j'essaierai également de garder 20-25 minutes pour que nous puissions avoir une discussion. Je vous remercie.